Bonjour à tous, il y a bientôt 4 mois sur Radio Comics, nous avons posé la question: est-ce la fin de DC Comics en France? Est-ce que, au vu du planning sur les 4 derniers mois de l'année d'Urban Comics, la place réservée aux super-héros n'est-elle pas en danger? N'est-elle pas devenue quelque chose d'anecdotique? Cette vidéo a rassemblé plus de 9000 vues et elle a engendré une polémique puisque certains évidemment ont sauté dessus même sans l'avoir vue, puisque certains arguments qui étaient annoncés nous montraient bien que certaines personnes n'avaient lu que le titre de la vidéo. Puis beaucoup de gens ont confondu Urban et DC, hein. Ce n'est pas la fin d'Urban Comics, loin s'en faut. Urban Comics marche très bien, c'est simplement la place évidemment de DC Comics, donc des comics de super-héros produits par DC Comics au sein du label Urban Comics, qui publie aussi bien, vous le savez, eh bien, les héros de DC Comics, Batman, Superman et les autres, mais également eh bien, des comics indépendants, soit sous le label Urban Indies, soit dans la belle et grande collection Urban, mais aussi des comics sous licence comme Zorro, G.I. Joe ou encore les Transformers. Pourquoi cette vidéo à l'époque? Eh bien tout simplement parce qu'on avait constaté qu'au mois de septembre 2024, donc il y a 4 mois, Urban Comics avait publié 0 comics de super-héros. Donc ça pouvait paraître inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que eh bien, certaines séries, on le sait, ont historiquement toujours eu du mal à fonctionner. Batman, ça marche toujours très bien et ça tire le marché vers le haut. C'est la tête de gondole aussi bien aux États-Unis qu'en France, mais les autres héros ont toujours eu beaucoup de peine à recruter, que ce soit Flash, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman ou même Superman, dont ce sera une année exceptionnelle et intéressante à suivre en 2025, puisque en 2025, vous le savez, il y a le film de James Gunn qui est très attendu et qui risque d'animer un petit peu le marché. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce qui se passe du côté donc de chez Urban? Eh bien, le constat est clair. Certains héros historiques, et pourtant Urban a essayé, marche pas bien, mais de l'autre côté des titres marchent très bien, des titres indépendants, et certains marchent très bien dans la grande collection Urban, qui a été eh bien un fantastique move commercial et marketing, puisque proposer des comics qui sont de la bande dessinée américaine et qui sont des récits fantastiques, des récits d'horreur, des récits de fantasy, eh bien ces récits-là, plutôt que les brander comics et de risquer d'être boudés à la fois par les libraires et les lecteurs, eh bien l'idée a été de les sortir en grand format. Certains titres ont été des succès absolument phénoménaux, comme Nice House on the Lake, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, mais également Layla Starr, pour ne citer que ces deux-là, qui tirent vraiment le marché vers le haut. Les éditions sont superbes, je crois que je les ai quasiment toutes, puisque rares sont celles qui ne m'ont pas plu, et ce sont des bouquins qui mettent en valeur le travail des auteurs et qui vraiment magnifient le travail original et surtout l'édition originale, parce que souvent aux États-Unis ça sort en petit format souple et que c'est pas très heureux. Ces séries marchent bien, elles trouvent leur public, les collections sont superbes, les libraires les conseillent, les libraires les mettent en avant, et certains de ces titres obtiennent des prix qui aident évidemment à mettre ces titres en avant, puisque quand ils sont mis en tête de gondole dans des FNAC ou dans des librairies indépendantes du réseau Canal BD, eh bien forcément ça fait des très belles ventes sur la durée. Donc on était à l'époque en train de constater que eh bien, Urban Comics avait décidé d'attaquer d'autres segments du marché pour proposer autre chose, parce que c'est leur métier d'éditeur, et que eh bien, celui qui en pâtissait, c'était naturellement le comics de super-héros. Il se vend moins bien, il se vend pas très bien quand on parle de certains héros comme Supergirl ou Flash, et ce sont des personnages qui malheureusement ont du mal à trouver leur public en France, même s'ils ont de nombreux fans, des centaines voire des milliers, mais qu'ils ne sont pas toujours au rendez-vous des sorties. De l'autre côté, des tentatives éditoriales comme Urban ou les comics sous licence ont permis d'avoir de la presse, ont permis d'avoir un coup de projecteur et des ventes plus que satisfaisantes, au-delà du microcosme des comics. On l'a déjà dit, un Deluxe
Spider-Man à la nouveauté, c'est 2000 exemplaires, c'est très peu, alors que certains comics indépendants peuvent se vendre à 3, 4, 5, voire 6000, voire 10 000 exemplaires, et que ça évidemment rend possible beaucoup de choses. Donc le mois de septembre il était comme ça, il y avait quasiment que de l'indépendant. Donc du coup on était allé voir sur la fin de l'année ce que proposait Urban Comics, et sur le mois de novembre il y a eu 11 sorties chez Urban Comics, donc 4 titres de super-héros, 6 titres indés, donc beaucoup plus de titres indé que de titres de super-héros, et un comics sous licence. Vous le savez, c'était un Zorro, je crois, en novembre. Zorro qui a également eh bien, fait partie, comme les Transformers et les G.I. Joe, des récentes acquisitions d'Urban pour pouvoir évidemment proposer autre chose. Et je le sais de source sûre, le Zorro s'est vendu, celui de Sean Murphy en tout cas, s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, et c'est un formidable succès. Bien absent malheureusement bien de toutes les listes, vous le savez, de prix et de remises de prix qui auraient pu être faits tout au long de l'année. En décembre, il y a eu 6 sorties seulement. Vous le savez, le mois de décembre, il y a un seul office au début décembre, parce qu'après, le but est de vendre ce qui est en rayon. Il y a eu un seul indé, 4 titres de super-héros, dont 3 de chez Urban Legend, la grande collection, Urban Limited, pardon, pas Urban Legend, Urban Limited, et un comics sous licence de l'Enerconverse. Donc du coup, on est allé voir du côté des 4 premiers mois de l'année, parce qu'on connaît maintenant tous les titres. En janvier, 12 titres vont sortir, dont 6 nomades. Il y aura 6 nomades. Et donc, comme les nomades, c'est du Superman, le mois de janvier sera sous le signe du super-héros. Quand il y a une actualité de qualité avec la sortie du film, et qu'il y a une expo à Angoulême, et que Frank Whiteley est invité, et que All Star Superman ressort dans une magnifique édition, ce sont autant d'arguments pour mettre en avant les super-héros. Donc, on s'en félicite, et c'est quelque chose de génial. Un seul indépendant en janvier 2025 contre 11 comics de super-héros. En février, la tendance va s'inverser, puisque sur les 11 sorties, il y aura exactement le même nombre de sorties en février qu'en janvier. Seulement 3 titres de super-héros, 6 titres indés. Donc voilà, donc la moitié des comics seront des comics indépendants, et 2 comics sous licence. Pareil pour le mois de mars, où il y a 11 sorties également, avec 7 titres de super-héros. Et 4 indépendants, seulement 4 indépendants. Donc le rééquilibrage se fait bien sûr au fil des mois. Et en avril, c'est l'orgie, puisque c'est pas moins de 17 sorties chez Urban qui sont proposées, donc 6 nomades. Dans les 6 nomades, il y a 3 super-héros et 3 indépendants. 17 sorties. Sur les 17, il y en aura 9 de super-héros et 8 en indé, donc quasiment 50% du marché. Donc en gros, aujourd'hui, bon an mal an, l'indépendant, c'est entre 40 et 50% selon les mois du catalogue de Urban Comics. Donc c'est un véritable relais de croissance que Urban est allé chercher en proposant ses titres sous licence, G.I. Joe, Transformers, Zorro et les autres, mais également en allant chercher les comics indépendants qui cartonnent dans la collection Urban, ceux qui sont annoncés comme des suites comme Briard, comme la réédition de 100 Bullets, comme le sacrifice de Rick Remender, sont autant de sorties réjouissantes et de succès annoncés, puisque vous le savez, le public est très souvent en rendez-vous de ces magnifiques albums et de ces auteurs qui animent ce marché, avec notamment, vous le savez, la suite en avril de Nice House on the Lake, qui s'appelle The Nice House by the Sea, par les mêmes auteurs, et qui devrait véritablement être un événement éditorial et qui devrait vraiment cartonner. Sur les 4 premiers mois de l'année, si on fait le bilan, 51 sorties sont annoncées chez Urban, donc 51 comics en 4 mois, dont 12 nomades. Sur les 51 sorties, il y a 30 comics de super-héros, dont 9 en nomade, et 19 indépendants. Et puis il y aura 2 licences. Si on retire les nomades, parce que le nomade c'est souvent des rééditions, vous le savez, donc il y a quand même 12 nomades sur le début de l'année, c'est plutôt pas mal sur les 4 premiers mois, il y a 39 sorties, 21 de super-héros et 13 en indépendants. Donc les super-héros, évidemment,
ont toujours le vent en poupe et sont toujours là. Ce qui serait intéressant de voir, c'est la part de marché en valeur, puisque vous le savez, les titres urbains, notamment les rééditions qu'on a pu avoir de Black Summer, de Descender, de Ascender, de 100 Bullets, de Scalped, eh bien ces éditions coûtent souvent entre 40 et 45 euros, et que si elles se vendent à 4000 exemplaires versus 2000 exemplaires d'un Dawn of Teen Titan ou Dawn of Wonder Woman, eh bien ça fait en valeur beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais on n'a pas toutes ces données, puisque on n'a pas évidemment tous les chiffres de vente. Ce qui sera intéressant de voir, et je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, et pas forcément concentrer celle-là sur Urban, et on pourra le faire sur Panini, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et je pense que je le ferai sur Panini, c'est de voir sur les sorties, par exemple, on dit qu'il y a 51 sorties chez Urban, eh bien, combien y a-t-il de nouveautés et combien y a-t-il de rééditions? C'est super intéressant de voir, est-ce que le marché est drivé par de la réédition, donc soit les classiques, soit des titres destinés à séduire eh bien, des nouveaux lecteurs avec la collection Nomade, mais aussi des lecteurs de toujours avec des Chronicles qui sont désireux de redécouvrir certains titres du passé et qui veulent plus d'intégrales avec des épisodes soit oubliés, soit jamais édités, soit très difficilement disponibles. Donc ça va être intéressant de faire cette analyse, mais elle fera l'objet évidemment d'un nouveau titre. L'horizon chez Urban, on l'a dit, il est plutôt ensoleillé, puisque des grosses sorties ont été faites à l'occasion du All-In chez DC Comics, avec notamment la gamme Absolute, Absolute Superman, Absolute Batman et Absolute Wonder Woman. Ça arrivera courant 2025 chez Urban Comics. Il y a le Last Halloween de Jeff Lobb, il y a le Batman and Robin Year One, il y a le Hush 2, mais il y a aussi donc Batman Silence 2. Donc tout ne sortira pas en 2025, mais il y a des jolies choses qui arrivent. Donc le super-héros a avec ce qui se passe aux États-Unis et le revival qu'il peut y avoir aux États-Unis, a de beaux jours devant lui en France. Et puis les séries de Ramvi et Evan Kiegal, comme les New Gods par exemple, qui eux aussi risquent de séduire un large public, les fans de Kirby et tous ceux qui ont accueilli à bras ouverts leur Dawn Runner, qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires à Noël 2024. Donc c'est plutôt réjouissant. Faut jamais oublier que les succès d'aujourd'hui d'Urban sont les succès d'hier de DC Comics, et que s'il ne se passe pas quelque chose aux États-Unis, eh bien il ne pourra jamais se passer quelque chose en France. On a besoin d'un élan, on a besoin d'un dynamisme. Il a eu lieu aux États-Unis, ils ont révolutionné, eh bien ils ont dynamité le marché en fin d'année avec leur relaunch, tous les 5 ou 6 ans, vous savez, ils remettent un gros coup de rein, et ils ont bien sûr proposé, et ils ont bien sûr ils sont dépendants chez Urban pour la partie comics, pour la partie super-héros, ils sont dépendants de ce qui se passe aux États-Unis. On l'a dit, de jolies choses arrivent et ça devrait faire du bien au marché. DC Comics n'a pas enterré les super-héros, et donc eh bien sur les 4 premiers mois de l'année, on le voit, eh bien la place des super-héros est maintenue grâce notamment à la collection Nomade et grâce à tout ce qui va se passer autour de Superman. Sachez que le film ne sort qu'en juillet et qu'on n'a pas encore le programme de mai et juin, et on peut espérer de belles rééditions, peut-être une deuxième salve de titres Urban Nomade concernant Superman, pour pouvoir évidemment toucher un très large public. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que aujourd'hui les super-héros ont tout à fait une place, mais que Urban a joué une carte très importante avec les indépendants et les licences pour pouvoir vendre des comics à d'autres personnes. Vous le savez, chez Panini, eh bien, ils vendent du Marvel bien sûr, mais ils vendent du The Boys, du Alien, du Star Wars, du Conan, du Predator. Donc ils ont des licences aussi, et ça marche très très fort. Donc Urban a raison d'aller vers ça. Urban a raison de proposer des Chronicles parce que eh bien, les intégrales touchent un très large public chez Panini. Urban, qui semble-t-il avait un petit peu mis de côté la collection Nomade en 2024, la remet en avant en 2025 avec 2 salves et 12 titres qui arrivent dans les 4 premiers mois de l'année. Pourquoi ils font ça? Eh bien parce que la collection Pocket de Panini, c'est un phénomène, c'est un succès. Donc du coup, ils ne veulent pas laisser trop de part de marché. Donc ils remettent un coup sur cette collection Nomade, parce que c'était eux les premiers à avoir relancé le format Pocket il y a maintenant 3 ans, je dirais. Ouais, c'est ça, ça fait 3 ans que c'est sorti.
et donc les deux éditeurs se suivent et les deux éditeurs évidemment essaient de dynamiter le marché. Là où Panini n'y arrive pas trop pour le moment, c'est sur la partie indépendante. Urban a fait un travail formidable avec la collection Urban et avec la collection Urban Indies. Ils ont rencontré un large public. Du côté de Panini, on a surtout vu certains titres bradés. Malheureusement, vous le savez, il y a eu Family Tree de Jeff Lemire, il y a eu le Mom de Leila Lez et de Daenerys Targaryen, hein, vous le savez, qui avait écrit son propre comics avec Marguerite Bennett et Emilia Clarke, bien sûr, pardon, j'ai oublié de citer son prénom et son nom de famille. Il y a eu enfin voilà, il y a eu plusieurs titres comme ça qui ont été bradés chez Panini parce que, eh bien, soit le format ne plaisait pas, soit le public a boudé ces titres. Donc Panini est très largement associé, bien sûr, aux comics Marvel, et quand ils essaient de sortir de là, à part si c'est du Mark Millar qui continue de marcher très fort, il y aura beaucoup de Mark Millar, vous le savez, en 2025, eh bien, c'est toujours compliqué. Donc pour le moment, le constat est que le super-héros a toujours de la place, que d'ici la fin de l'année, avec la sortie de tous les titres annoncés, déjà sortis ou à venir chez DC Comics, quand ils arriveront en France et en français chez Urban Comics, eh bien, ils vont également dynamiter le marché, puisque on sait qu'il y a de jolies choses qui arrivent. Donc l'année s'annonce plutôt belle du côté des super-héros chez Urban Comics et bien sûr au rayon Superman, parce que vous le savez, beaucoup de titres sont annoncés et beaucoup de titres déjà eh bien, sont très attendus par les lecteurs. Donc pour le moment tout va bien, mais un éditeur, vous le savez, doit être à l'écoute du marché, et donc les licences et les indépendants continueront à être soutenus, et on peut espérer, tout ce qu'on peut espérer, c'est évidemment pour tous ces éditeurs d'avoir de très gros succès à la hauteur de Knights of the Lake. Le marché est vivant, le marché est dynamique, et nous, on est absolument ravis de découvrir tout cela. Merci à tous de regarder ces émissions, et on espère que 2025 sera une année riche en analyse et en data, puisque c'est de ça qu'on aime vous parler. Je vous dis à très bientôt, salut.